que j'avais prévu un plan qui vient d'ailleurs après, tiens, si tu veux bien, je ne sais plus s'il apparaît après, là, les vidéos, avec une introduction, développer la question de l'amour, mais pas comme mon point à moi. Ah oui, alors au passage, je voulais dédier par exemple cette intervention à un couple ami de Fatima et Samy, qui sont un couple de gens qui vivent leur amour dans un bidonville du Maroc. Vous connaissez très bien ce bidonville. Autant dire que je ne suis pas là pour venir parler de moi. Je parle de l'amour en tant que finalement la question de l'amour est la question de façon partagée le plus largement dans l'humanité. Voilà. Donc, et que l'amour est un amour. Je ne veux pas parler de l'amour, ça ne m'intéresse pas de parler de l'amour en général, j'ai aucune envie de faire une théorie de l'amour. Mais montrer qu'un amour peut être un point qui échappe au nihilisme. Parce que, vous voyez bien, enfin bon, je ne sais plus que faire, moi, je suis perdu. Enfin, que faire dans mon truc. Parce que un point tenu n'échappe pas forcément au nihilisme. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est en particulier, par exemple, lorsque l'on tient un amour, je voudrais distinguer 3 étapes, avec l'idée que chaque étape offre prise au nihilisme, et que donc, un point tenu dans une étape peut ensuite retomber ne plus échapper au nihilisme. Donc, tenir un point, c'est bien joli, mais encore faut-il, enfin, du point des questions qu'on pose à nous, hein, est-ce que ce point échappe au nihilisme, et à quel titre il échappe? Et c'est pas parce qu'il a échappé pendant un certain temps qu'il échappe tout le temps. C'est l'idée, je crois qu'on en a parlé, c'est que on n'échappe jamais entièrement au nihilisme. On dit pas on échappe au nihilisme, puis on l'a derrière nous, puis après c'est réglé une fois pour toutes. Donc c'est ça que je voulais vous exposer à partir de bon. Bon, allons-y, il faut du courage, de nouveau, vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est toujours la question du limite, c'est-à-dire l'impression que le contraste va être tel que j'ai pris quelque chose d'assez abstrait, etc. C'est un peu angoissant pour moi de le faire, et de nouveau, à quoi bon? Est-ce que c'est pas en vain de le faire? Il faut un courage, il faut y aller. Bon, 3 étapes. On y va. Non, il n'y a pas 3 étapes, parce qu'il y a plein de choses avant. Je veux dire, je voulais introduire quand même à cette question-là. Pourquoi parler de l'amour, de cet amour? Bon, je ne vais pas lire mon texte, donc je vais essayer de circuler là-dedans. Bon, première chose dont je parle, c'est que le nihilisme est d'essence réactive. N'oublions pas ça, qu'on ne part pas du nihilisme. Évidemment, notre question échappée au nihilisme peut laisser croire qu'il y a d'abord le nihilisme. C'est pas vrai, il faut absolument comprendre le nihilisme comme ceux qui réagissent à quelque chose qui existe déjà. C'est ça, moi, qui m'intéresse. À quelque chose de positif qui donne une prise au nihilisme. Le nihilisme démobilise, mais pour démobiliser, encore faut-il qu'il y ait une mobilisation. Sinon, on ne comprend pas. Pourquoi le nihilisme peut démoraliser? C'est parce qu'il y a quelque chose avant. Or, moi, c'est ça qui m'intéresse, évidemment. Donc, quelles sont les prises subjectives au nihilisme? Alors, j'avais dit thèse, je les saute, ça va être bon. Je saute mon truc. Alors, pourquoi je parle de ça? Moi, j'essaye de tenir de très longue date, on va dire 4 types de points, qui sont venus tout simplement par mon histoire personnelle, hein, qui ne sont pas une décision. Je suis né dans la musique depuis mon enfance, c'est-à-dire depuis 77 ans quand même. C'est-à-dire que j'ai découvert la musique en Tunisie, ma mère avait un piano, de toute façon. Bon, je suis compositeur, donc il y a un des points qui est la musique contemporaine pour moi. Après, j'ai découvert les mathématiques, à la fois par mon père et puis d'autre part en classe préparatoire avec les cours de Delphine, si c'est quelque chose de certain. Et donc j'ai découvert la mathématique moderne, pas simplement la mathématique ancienne, mais la mathématique moderne. Puis après, j'ai rencontré la politique en 1966 avec d'une part la guerre du Vietnam et la révolution culturelle, donc la politique émancipatrice. Et puis après, j'ai rencontré ma femme, qui s'appelle Gisèle Geneviève. Et donc, depuis maintenant, je l'ai rencontré en 79, ça fait 35 ans, donc, qu'est-ce que je raconte? 79, 45 ans, pardon, enfin, je ne sais plus, 45 ans, oui. Voilà, encore un autre, et puis j'essaye de rendre dans cette espèce de fatras qui a priori n'a rien à voir, j'essaye d'avoir une intellectualité, c'est-à-dire ce dont je vais vous parler aujourd'hui, pour essayer de rendre ça à peu près compatible, enfin, qu'il ne faut pas
pas un écartèlement, parce que, évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir entre l'amour et puis les mathématiques modernes. Tiens, tu peux passer le truc suivant. Voilà, donc je suis d'un côté compositeur. Alors, l'hétérophonie, c'est parce que c'est mon point en musique contemporaine, ça je vais vous le passer. Mathématicien au point de vue des mathématiques contemporaines, ça aussi je vous le passe. Militant politique, je vous le passe. Et puis je vais essayer de vous parler de l'amour, de cet amour-là, mais pas pour vous parler de cet amour-là, mais pour vous convaincre qu'un amour peut être un point. Et puis j'essaie d'avoir une intelligence de tout ça, et donc là il se trouve que je vous en ai donné la forme, la figure, l'image, ça c'est pour faire plaisir à mon idole, parce que je vais sortir un coffret de musique qui s'appelle Hétérophonie. J'anime un séminaire à l'ENS qui s'appelle Mamufi. J'organise une revue avec Alain d'ailleurs qui s'appelle Langue Large, et puis vous avez un des portraits de ma femme. Pardonnez-moi pour cette incursion un peu comme ça, personnelle, narcissique, mais enfin c'est un peu pour donner le contexte. Bien, je saute. Alors, donc, je vais devoir parler de ça dans l'idée que l'exemple, je vais vous donner l'exemple avec l'idée que ce n'est pas un exemple exemplaire. Il ne s'agit pas de dire que l'amour que je vis, puisque moi ce qui m'intéresse c'est un amour, c'est pas l'amour en général. Bon, vous savez, l'axiome c'est que l'amour de l'amour c'est une catastrophe. Hein. Qui aime l'amour, ça veut dire qu'il n'aime pas. Ça c'est parfaitement clair. Donc l'amour des femmes, ça ne veut rien dire non plus, ça veut dire qu'il n'aime pas. Il n'y a d'amour que l'amour d'une femme, sinon c'est du mort. Donc voilà, mais pour autant, ça n'est pas exemplaire. Je ne veux pas dire que l'amour que je vis est censé être le modèle, le paradigme, etc. De la même manière que la doctrine n'est pas doctrinaire. Ça, c'est pour notre famille, voilà. Donc là, ça vise à quoi? Premièrement, à tester l'existence. Oui, un amour est possible, un amour qui est un point tenu, c'est possible. Mais il n'est pas pour autant exemplaire. Et puis, ça devrait me permettre, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps ou la subjectivité pour le faire, de déboucher sur la question de la doctrine des points. Parce que je voulais, avec ça, avec ce que je vais vous exposer maintenant, essayer de nourrir notre doctrine des points, puisque vous avez compris. Vous voyez bien qu'il y a un risque avec les points. C'est que chacun expose son point, l'un vis-à-vis de l'autre, etc. Et alors après, parce que si on en reste là, vous voyez bien, le danger, il est évident, c'est le danger de la concurrence. Les points sont en concurrence. Ouais, moi j'ai mon point, toi tu as ton point, d'accord, bonjour, lequel est plus intéressant? Évidemment, c'est pas ça notre... D'où l'importance quand même d'avoir une doctrine des points, c'est-à-dire d'avoir quelque chose quand même qui rend légitime, le fait que les points peuvent être se renforcer les uns les autres et pas être en concurrence. Il n'y a pas un point meilleur qu'un autre, ça peut être ça. Pour ça, on a quand même besoin d'une doctrine, à mon avis. Bon, donc ça, c'est normalement le point sur lequel je vais terminer, mais ça va être long puisqu'il y a 15 diapos et je pense que j'en ai pas le temps. Bon, c'est pas grave. Diapo. Pardon? Vous pouvez partager après. Oui, donc sur le texte, je vous donnerai, hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors, vidéo sur... Ah ben voilà, pardon. Précision liminaire. Bon, je vais vous parler de l'amour entre un homme et une femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres amours, mais moi je m'en occupe pas. Chacun parle en particulier, par exemple, l'amour homosexuel. Bon, moi je ne connais pas trop, je ne me mêle pas de ça, donc c'est pas exemplaire. Mais je ne parle pas non plus de l'amour d'un père pour ses enfants, ni d'un amour filial, ni de l'amour de la musique. Je parle d'un amour entre un homme et une femme, un amour hétérosexuel, puisque c'est mon objet, enfin, c'est ma question du jour, voilà, mais il ne faut pas l'oublier. Et par ailleurs, il y a des théories de l'amour, en particulier il y en a deux qui sont, non pas bien connues, mais qui me sont chères, qui sont premièrement celles de Lacan, et puis d'autre part celles de Badiou. Les deux, je ne m'y reconnais pas vraiment, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas, mais je pourrais vous les détailler. Mais je pense fondamentalement que si vous voulez, en l'affaire qui nous occupe, une théorie ne sert à rien. Une théorie ne sert à rien. Parce qu'en gros, une théorie ne porte pas à l'existence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'existence. Et même de manière plus, si on pouvait l'écrire, l'existence. E-K-S-I-S. Pour
dire, pour manifester dans l'existence quelque chose qui est de se porter un peu au-dessus de la situation, être capable d'avoir la tête au-dessus, non pas l'existence ordinaire au sens où ceci existe, ça c'est d'accord, mais là on parle de l'existence subjective, c'est-à-dire la capacité à la fois d'être là dans mon corps, mais aussi d'avoir quelque chose qui dépasse strictement la matérialité objective. Or, une théorie n'introduit pas l'existence. Une théorie peut servir, si vous avez déjà une existence, pour la conforter, pour la justifier, pour essayer de la comprendre compatible. Mais une théorie ne sert à rien si vous essayez d'exister. Or, moi, ce qui m'intéresse, en premier lieu, c'est est-ce qu'un point peut exister? Est-ce qu'un amour peut exister? Et donc là, les théories d'amour ne servent à rien. Outre le fait que dans les deux théories de l'amour, je m'y oppose parce que celle de Badiou, alors je ne m'étends pas là-dessus, mais il a eu plusieurs versions. Mais dans les deux, en particulier, il y a l'idée dans la première théorie, Badiou a deux théories de moments, etc. Dans la première version, il y a l'idée qu'entre hommes et femmes, il y a une disjonction absolue. Alors ça, je ne crois pas qu'elle soit la disjonction soit absolue. On va parler de la disjonction, mais je ne pense pas. Dans la seconde théorie, alors c'est beaucoup moins intéressant parce que finalement, à mon avis, il a cédé sur la première théorie, et puis c'est la théorie du même et de l'autre, l'amour. Et puis dans Lacan, alors je vais quand même en partir parce que Lacan, vous savez, alors il y a eu aussi deux moments dans Lacan, mais dans le premier moment, qui est un moment en vérité assez cynique sur l'amour, où il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Vous avez sans doute entendu parler de cette formule. Alors je vais vous expliquer comment je la comprends. Bon, et puis, donc là, c'est un peu cynique parce qu'après, il va dire que l'amour pallie à l'absence de rapport sexuel. C'est-à-dire finalement, l'amour, c'est une histoire qu'on se raconte, c'est un peu un conte qu'on se raconte par rapport à l'idée que de toute façon, il n'y aurait pas de rapport entre les sexes. Alors ça, c'est pas du tout ma position. Et puis après, il va faire à la fin quand même une théorie de la rencontre amoureuse, qui va être beaucoup plus intéressante, mais qui va avoir comme gros inconvénient de centrer tout sur l'intensité de la rencontre et pas sur les conséquences. Or, tout ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est que la première rencontre, appelons ça la subjectivation, mais le point fondamental, d'ailleurs sur lequel le nihilisme intervient, c'est d'empêcher qu'après la subjectivation, il y ait un procès subjectif, c'est-à-dire qu'il y a un travail en cause. Donc, si la rencontre amoureuse, si l'amour c'est simplement la rencontre amoureuse et qu'il n'y a pas de procès subjectif, l'amour est en vain. Donc, à mon avis, le second Lacan ne répond pas à la question de l'amour. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais vous voyez un peu. Mais de toute façon, je vous dis, les théories de l'amour, à mon avis, ne servent à rien. C'est pour ça que il me semble qu'il faut qu'on élabore, se dote de notre doctrine, mais qui n'est pas exactement une théorie de l'amour. Moi, je ne vise pas à faire une théorie de l'amour. Bon, alors, un amour, c'est une longue histoire, et je vous propose de distinguer trois séquences. Alors, en partant de la mienne, enfin, on voit bien que quand même, alors là, je procède par ce qu'on appelle induction. Une théorie procède par déduction. Moi, je vais procéder par induction. Alors, en science, l'induction, c'est la catastrophe, hein, c'est l'empirisme, etc. Mais là, moi, je ne fais pas une science, hein, j'essaye d'élaborer une pensée par induction. Bon, la première, c'est la rencontre, la constitution d'amour. La deuxième, ça va être la vie commune et l'amour comme enquête. Et la troisième, ça va être la vieillesse partagée. Alors, je vais essayer dans chaque cas de vous montrer l'angoisse propre à chacune de ces étapes. L'angoisse, l'idée c'est que l'angoisse donne prise au nihilisme. Donc comment le nihilisme va s'emparer de cette prise-là et comment, dans chacune des étapes, on va répondre à cette angoisse, non pas par le nihilisme, mais par le courage y répond. Et comment ceci engage un procès subjectif. Alors pour vous fixer les idées quand même dans mon cas, mais encore une fois, je ne vais pas raconter. La première séquence, bizarrement, dans cette histoire avec ma femme, nous a pris 13 ans. Bon, c'est bizarre, mais je ne rentre pas dans la bizarrerie. Enfin, sachez que ça nous a pris 13 ans après la rencontre pour constituer la problématique de l'amour. La deuxième séquence, qui est la vie commune, nous occupe depuis 32 ans. Et puis on rentre dans la troisième séquence, dans la vieillesse partagée. Donc la troisième séquence, je vais vous parler du point de comment je la vois.
mais pas sans en avoir l'expérience encore, parce que je pourrais vous en parler plus facilement dans 10 ans ou dans 20 ans, si Dieu me prête. Bien, alors, passons sur la rencontre. Non, tu restes là, parce que finalement, c'est ce qui va me servir après pour tout ce que je raconte sur ça. Après, les 20 autres diapos, c'est sur la doctrine de l'amour. Donc, bon. Alors, la rencontre, allons-y quand même. Bon. La rencontre, pour moi, se présente comme une effraction dans chacune des vies concernées. On rencontre quelqu'un, évidemment, bon, moi j'ai rencontré ma femme, j'avais 33 ans, donc j'étais pas un bleu, hein, donc j'avais ma vie, etc. Donc ça fait effraction dans ma vie, c'est pas... Alors, effraction sous le double signe, évidemment, d'une grâce inespérée, une beauté énigmatique, une présence saisissante, une puissance bouleversante, évidemment que ça se présente comme ça, mais aussitôt associée à une source d'angoisse. Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je me veux cette apparition. Que faire de ce gouffre surgi de nulle part dans ma vie? Effraction. Donc angoisse, à la fois, évidemment, fascination et amour. Il faut alors bien vite nommer la rencontre, se prononcer, déclarer, questionner l'autre, par-delà l'écart séparateur, puisque évidemment dès le départ, il y a un écart séparateur entre la personne et nous, en l'occurrence entre la femme et l'homme, etc. L'enjeu est alors de se déclarer, de décider à deux la mise en œuvre de l'amour ainsi déclaré. Bon, je vous dis, dans notre cas, ça nous a pris 13 ans. C'est pour vous dire que c'est pas, alors même qu'il y avait une espèce d'évidence qu'il se passait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce quelque chose? Ça nous a pris 13 ans. On peut dire 13 ans de perdu, mais je pense en fait c'est 13 ans de gagné, parce que c'est ce qui permet aussi de tenir au long cours. Enfin, bon, après, chacun se débrouille avec son histoire. Hein. Mon histoire est rien que bon. Bon, alors tout se passe ici à deux, un homme et une femme, et alors ça c'est la thèse générale que je vais soutenir, mais dont je pense qu'elle a une portée plus grave, ce qui n'est pas, ça se passe à deux, mais ça ne veut pas dire que c'est en commun. La rencontre ne fait pas commun, d'ailleurs commun comme un, mais tout au contraire creuse, établit, inaugure une brèche entre cet homme et cette femme. La rencontre, c'est pas que ça fait du commun. Ça veut dire qu'il y a une brèche singulière entre moi et la personne rencontrée et moi. C'est pas du tout un commun. C'est-à-dire qu'une personne que je n'ai pas rencontrée, il n'y a pas de brèche. Je veux dire, d'une façon, avec vous, tel que vous êtes ici, il n'y a pas de brèche. Par contre, la rencontre amoureuse crée une brèche et non pas un commun. L'enjeu est alors de se déclarer, de décider à deux la mise en œuvre de l'amour. Oui, alors donc la rencontre ne fait pas commun, excusez-moi parce que je ne sais pas mon texte, j'essaie d'aller au plus court comme on m'a demandé. Au passage, j'ai bien aimé ce que vous avez dit parce que vous êtes sceptique sur les points, mais c'est vrai que ça nous aide d'avoir un sceptique sur les points. Donc, non, mais je vous en gratifie, hein. Je vous en gratifie. C'est intéressant d'être confronté aux sceptiques, donc merci d'occuper cette place-là. Sans être nihiliste. Alors pour ça, on en discutera. Non, mais je vous accuse de rien, je vous taquine. Donc, la rencontre n'est pas l'établissement d'un commun, mais alors c'est la thèse, j'oppose au commun l'idée du partage. C'est la constitution d'un partage. Alors en français, je ne sais pas comment ça se passe en Tutsi, en partage c'est deux choses, c'est l'unité dialectique de deux choses, parce que le partage c'est à la fois ce qui divise, ce qui nous partage, et ce qui est en partage. Au passage, c'est pour ça que j'ai pris le partage de l'amour, parce que le partage de l'amour, ça veut dire c'est à la fois l'amour que l'homme et la femme partagent, mais c'est aussi l'amour qui les partage comme homme et femme, comme un homme et une femme. Donc le partage est dans une unité dialectique et il me semble que ça donne mieux ce qui se passe dans l'amour, c'est-à-dire que l'amour n'est pas le commun minimum, non je pense pas du tout, mais c'est le partage minimum, c'est pas autre chose. Et au passage, on pourrait se demander si un point, justement, est-ce qu'un point établit un commun? Je ne crois pas. Mais par contre, un point établit un partage, en ce sens-là. Des découvertes. Pardon? Des découvertes communes aussi. Ah oui, bien sûr, mais une découverte qui ne fait pas commun, qui partage, parce que tout le point que je vais essayer de développer, c'est que cette découverte-là n'est pas vécue de la même manière des deux et des autres. Et il n'y a pas exactement un commun qui va faire, c'est pas une fusion. Donc, c'est un partage. Donc, la matrice de l'amour, telle que j'en parle, c'est qu'un homme et une femme se mettent à partager cela même qui les partage. C'est-à-dire que d'une façon, dans l'amour, bon, j'arrive dans l'amour, je suis déjà un homme, j'ai 33 ans, je ne suis pas un bleu, je connais les femmes, etc., etc. Mais je deviens, lorsque
lorsque l'amour est déclaré, l'homme de cette femme. Tout à fait autre chose. Et elle devient ma femme, la femme de cet homme. Donc il y a quelque chose comme homme où je deviens agrandi par cette rencontre. C'est pas exactement un homme déjà constitué qui rencontre une femme constituée et puis ils font contrat. C'est que je découvre avec elle une autre façon d'être homme, puisque je découvre comment être l'homme de cette femme. Et vous le savez peut-être pas, en tous les cas, mesdames, vous le savez peut-être pas, les hommes le savent mieux, il est assez angoissant pour un homme d'être l'homme d'une femme, de sa femme. Ça ne va pas du tout de soi. Je pense que le difficile dans l'amour, c'est pas d'aimer sa femme, c'est d'accepter comment sa femme vous aime. Parce que votre femme va vous aimer d'une manière qui n'est pas exactement commensurable à ce que vous pouviez penser de ce que serait qu'être aimé par une femme. D'accord? Bref, voilà, donc on devient, je veux dire, c'est comme sur une position d'homme-femme qui existait, mais on devient agrandi par l'amour, parce que d'une façon, ceci agrandit une certaine, ce que veut dire être l'homme, en face de l'être l'homme de cette femme qui est devenue votre femme. Et vice-versa, mais je ne vais pas trop parler du côté des femmes, parce que je ne suis pas une femme, et vous allez voir tout mon thème, c'est que justement l'amour, c'est quand même le moment où la femme que vous aimez, vous connaissez, je la connais depuis 45 ans quand même, et reste fondamentalement votre inconnu. Ma femme, mon inconnu. Pas du tout ma femme, ma sœur. Ma femme, ma sœur, pardonnez-moi, ça je pense que c'est la tentation nihiliste sur l'amour. Mais ma femme, mon inconnu. Alors pas entièrement inconnu, ça serait stupide, j'en connais quand même un bout sur elle. Vous voyez un certain nombre. Alors, angoisse aussitôt, donc là, moment de la rencontre, angoisse. Comment je vais continuer d'exister personnellement dans cette nouvelle existence à deux? J'arrive, j'ai mon métier, j'ai mon truc, etc. Comment on va... quelle vie sociale pour supporter cette émergence-là? Qu'est-ce qu'on va faire à deux? Alors en plus, quand je la rencontre, il se trouve que j'étais déjà marié avec une autre femme. Enfin bon, mais je ne veux pas vous raconter ma vie, ça n'a pas... L'intérêt n'est pas là. Et puis donc le courage de décider cet amour. Qu'est-ce que je fais de cette rencontre, de cette effraction? Angoisse. Emprise nihiliste. Alors, aussitôt, le nihiliste, c'est celui qui flaire l'angoisse. Dès qu'il y a l'angoisse, il se précipite pour dire quoi? À quoi bon? On regarde ça. Du courage, en vain de courage. Alors, qu'est-ce que fait le nihilisme là? Il dit à quoi bon cette effraction, incertaine et sans aucune garantie? Parce qu'évidemment, elle est incertaine. Ce n'est pas un plan établi, ce n'est pas la réponse d'une petite annonce comme vous embauchez quelqu'un en mettant les conditions, etc. En vain, cette perspective qui n'annonce que quoi? Que finalement tu risques d'être déçu. La déception est inéluctable. Vous voyez, vous savez, dans le thème, l'amour est illusion, par exemple. Moi, je crois que c'est absolument tout à fait le contraire. L'amour, c'est au contraire la lucidité. C'est la vision, la compréhension. Enfin, vous ne pouvez pas échapper à l'idée, est-ce que je ne suis pas en train de me raconter une histoire, un conte, une illusion? Donc, le risque, la déception, la jalousie. Vous savez que, par exemple, Proust dit que l'essence de l'amour, c'est la jalousie. C'est quand même invraisemblable. C'est vraiment la position absolument nihiliste sur la... Évidemment, moi je pense que l'amour ne connaît pas la jalousie. La jalousie, c'est absolument sympa. Donc, le livre vit plutôt cette occasion comme une passion intense, sans illusion sur son lendemain. Profites-en, profites-en. Vis cet amour avec une passion, etc. Et puis, tu sais bien que demain, ça va passer à autre chose, puis tu vas en rencontrer une autre, etc. Voilà comment le nihilisme intervient à ce moment-là. Alors la réponse, à mon avis, pour échapper à l'emprise du nihilisme dans cette séquence-là, c'est justement le courage de déclarer la constitution sans garantie aucune, on ne sait pas où on va, d'un amour et de parier sur sa constitution. C'est un pari, une décision, on s'engage. On ne sait pas, effectivement, on ne sait pas, mais enfin on fait confiance. Bon, alors vous allez me dire, facile à dire, évidemment, plus dur à mettre en œuvre, ok, nous ça nous a pris 13 ans, c'est pour dire que c'est pas toujours c'est facile. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter comment on s'en est débrouillé, et on passe à l'étape suivante. Parce que, évidemment, l'idée, c'est que si vous décidez ça, ça risque d'être trop cher payé. Trop cher payé. Il y a le risque de la déception. Donc, deuxième étape, la vie commune et l'amour comme enquête. L'étape suivante est fort longue, c'est la vie commune consacrée à l'enquête. L'enquête sur quoi? L'enquête partagée sur le monde qu'on a en partage. Sur les gens, donc pour moi, le monde
c'est les gens, les idées et les œuvres. C'est ça qui compte. Dans la vie, j'enseigne toujours ça à mes enfants, les gens, les idées, les œuvres. Donc on enquête sur les gens qui peuplent le monde, etc., les idées qui l'animent et les œuvres qui agrandissent le monde. Alors évidemment, l'enquête est elle-même agrandie par le fait que les œuvres même de l'amour entraînent des enfants qui vous arrivent, évidemment, avec leur propre cortège d'inconnus, d'angoisse et de courage auxquels les deux enquêtent ensemble. Alors pour vous donner quand même une idée dans mon cas, la conséquence de cet amour, c'est qu'il me sont arrivés des triplés, d'un coup, si je puis dire. Et comme ils nous sont arrivés, j'avais 50 balais, quand j'avais déjà 2 enfants et ma femme en avait 3, d'un coup à 50 ans, je suis passé de 2 enfants à 8 enfants. Bon, vous voyez le bordel. Donc le séisme, un séisme suit les factions amoureuses, puisqu'il y a un tsunami d'enfants qui déferle suite au tremblement de terre qui a été les factions. Enfin, vous voyez le... Bon, c'est mon cas, mais de toute façon, un enfant, c'est quelque chose qui... Voilà. Alors, évidemment, entre-temps, l'angoisse se déplace. Maintenant, elle se déplace, l'angoisse qui était là au départ. Ça n'est plus les factions, c'est quoi? C'est l'angoisse d'un vide qui maintient la séparation homme-femme au cœur de la relation. Ça, c'est ma thèse un peu fondamentale. Je la développe un peu. Alors bon, ça je vous en ai parlé. Excusez-moi, il faut que je saute un peu puisque j'improvise. L'idée est fondamentalement celle-ci, c'est que reste, alors évidemment entre hommes et femmes il y a plein de choses communes, parce que sinon on ne pourrait pas vivre, je veux dire, c'est pour ça que la disjonction absolue de bagnole ne marche pas, enfin je veux dire, on peut se mettre d'accord sur l'endroit où on va vivre, comment on va vivre, la bagnole qu'on va acheter, etc. Bon, sinon on ne pourrait même pas parler avec sa femme. Mais il y a une dissymétrie fondamentale, parce que si vous voulez, d'un côté, l'amour qui nous relie est notre mesure commune. On a une mesure commune pour enquêter, c'est-à-dire le fait qu'on s'aime, et on emploie les mêmes mots, parce que je lui dis je t'aime et elle me dit je t'aime, on emploie les mêmes mots. Mais d'un autre côté, cette mesure commune vient buter, je pense immanquablement, sur des points que j'appelle incommensurables, c'est-à-dire qui n'ont pas de mesure commune. Alors ça, c'est mon interprétation, si vous voulez, de Lacan. Lacan dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Moi, j'entends rapport au sens grec du ratio. Ratio. C'est ce qui est utilisé d'ailleurs pour les nombres rationnels. Ça veut dire qu'il y a une mesure commune, c'est-à-dire qu'on peut mettre en rapport mesure. On a une mesure commune, le ratio. C'est pour ça d'ailleurs, si vous voulez, que dans l'histoire des mathématiques, racine de 2 est un nombre dit irrationnel, parce que racine de 2 ne peut pas se mesurer aux entiers. Pour les Grecs, les nombres, c'était les entiers. Donc un nombre, c'est quelque chose qui peut se mesurer aux entiers. Racine de 2 n'est pas mesurable aux entiers, est incommensurable. Donc c'était pas un nombre. Vous voyez, c'est cette idée-là. Il y a quelque chose d'incommensurable, c'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels la mesure n'est plus commune. Alors l'exemple le plus simple, mais sur lequel je ne vais pas m'étendre pour des raisons que vous allez facilement comprendre, c'est la question de la jouissance sexuelle, qui est un classique aussi dans la psychanalyse. C'est-à-dire que la jouissance de l'homme et la jouissance de la femme n'ont pas de mesure commune. Et je pense que là, le désastre, et encore une fois, ne nous étendons pas sur ces aspects-là, qui sont quand même un peu délicats à exposer publiquement, c'est l'idée que le couple devrait prendre mesure commune de la jouissance de l'autre. Ça, je pense que c'est la catastrophe subjective, c'est le désastre subjectif. Donc, or, évidemment, cette question-là est quand même au cœur aussi, le rapprochement des corps, le corps à corps amoureux, évidemment, fait partie du rapport hétérosexuel, on ne va quand même pas. Donc, il y a là un point où, d'une façon, on se rend compte au plus près qu'il n'y a pas de mesure commune. Là, il y a un point incommensurable entre l'homme et la femme. La jouissance phallique, quand même. Phallique? Oui. Pas phallique, ça je m'en fous de savoir si c'est phallique, ça c'est Lacan, je m'occupe, je prends simplement la jouissance telle qu'elle est, j'en fais pas une théorie là. Delta T pour les mathématiciens, pour les hommes, le delta T. Pardon? Excusez-moi. Pour les hommes, le delta T, c'est-à-dire très court, et pour les femmes, par exemple. Oui, non, mais là je vais pas, rentrons pas là-dedans, c'est pas une question. Si c'est court et si c'est long, c'est facile, ça veut dire qu'il y a une mesure commune. Mais justement, ça marche pas. Ça ne va pas dire qu'il y en a une qui a une jouissance courte, puis l'autre longue. Ça veut dire qu'on a une mesure commune.
Non, fondamentalement, elle est incommensurable. C'est-à-dire que... On a une mesure commune, c'est la jouissance pratique. Mais non, ça c'est Lacan qui a... Non, je ne suis pas d'accord. Non, enfin, peu importe. Mais là, je ne suis pas... Alors, je ne suis pas freudien, je ne suis pas lacanien, tu as le droit de le soutenir, mais ce n'est pas du tout ma position. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une jouissance commune. Et Lacan, d'ailleurs, lui-même le soutient, c'est pour ça qu'il dit aussi qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Hein. Sinon, s'il y avait la jouissance... Pardon, mais rentrons pas là-dessus. Mais je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. C'est-à-dire que d'une façon, l'homme... Mais la femme, c'est pareil. C'est-à-dire... Enfin, c'est pareil, sauf que c'est dissymétrique. Je ne vais pas parler de la position femme, mais... il y a quelque chose pour l'homme d'incommensurable dans la jouissance féminine, mais pas la jouissance féminine en général, enfin au plus près de la... Et ça, je pense qu'il faut en prendre acte. Le péril, ça va être précisément de dire que ça serait une menace. Et que donc il faudrait bâtir une théorie pour avoir une intelligence commune de ça. La position que je soutiens, c'est que l'amour va se tenir précisément à ces points d'incommensurabilité. Et je vais essayer d'expliquer comment on peut les saisir, non pas comme un manque, mais comme une ressource. D'accord ? Donc il ne faut pas fusionner, ça c'est le mal, fusionner, mesure commune, patati patata. Donc, ces points d'incommensurabilité, ces points, parce que, encore une fois, ça ne veut pas dire que le rapport est entièrement incommensurable, enfin, matérialise la présence active et intervenante d'un vide irréductible. Il y a un vide irréductible entre l'homme et la femme, y compris dans le corps à corps amoureux, c'est-à-dire au moment où c'est vraiment le plus proche, vous voyez bien en quel sens. Donc il y a présence maintenue et constante agissante d'un vide, le vide qui dès le début a partagé par effraction, mais qui maintenant se présente comme une toute autre modalité, dans la modalité de l'incommensurabilité au plus près. C'est tout à fait autre chose que l'effraction. Alors, de nouveau, angoisse, qui est plus la même. En quoi, finalement, ne nous comprenons donc pas? Enfin, je veux dire, s'il y a ça, ça veut dire qu'on ne se comprend pas. C'est quand même un problème dans l'amour, ça. Comment à la fois prendre en compte ce vide, le circonscrire, l'intégrer, sans prétendre pour autant le combler? L'intégrer, c'est-à-dire on en parle, mais on ne va pas le combler en essayant de bâtir une mesure commune. Du genre, on va se faire une théorie sur la jouissance phallique et dire qu'en fait, on a tout ça, etc. Comment partager l'existence du vide qui nous sépare au plus près? Quel commun possible entre nous? Parce qu'il faut quand même un commun si ces incommensurabilités s'accumulent, sans à proprement parler pouvoir être résolus. Parce que ça ne veut pas dire que ces points d'incommensurabilité, on va essayer de les résoudre. On va discuter, etc., et puis on va se mettre d'accord. Oui, c'est d'accord, évidemment, pour un certain nombre de choses, on le fait. Mais il y a des points où ça ne sera pas, il ne s'agit pas de viser ça. Alors, donc, angoisse, emprise, alors le milice, aussitôt il arrive, hop, il fait l'angoisse, il y a une prise, il veut mettre mon emprise. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, à quoi bon ce travail amoureux, incessant et indéfiniment prolongé? À quoi bon tout ça? En vain ce labeur de dupe, c'est quand même ce que Lacan nous dit, qui pallie au manque de rapport sexuel. Lacan nous dit ça, la dose c'est qui pallie au rapport sexuel. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, bah, tiens, les non-dupes R, il fait un jeu de mots, ça veut dire donc il ne faut pas être dupe, sous-entendu les amoureux c'est des dupes. Bon, c'est quand même cynique. En vain ce néant, contente-toi plutôt de construire un solide contrat conjugal codifiant les droits et devoirs de chacun. C'est en gros ça que on dit, bon ben d'accord, effectivement c'est ça, mais là on va se rabattre sur le truc, tu fais un contrat conjugal, les droits, les devoirs, et puis comme ça. Donc, l'issue, à mon avis, face à cette emprise, c'est le courage, de prendre le courage, toujours, parce qu'il n'y a qu'une réponse à l'angoisse, c'est le courage, et un courage qui n'est pas en vain, on va essayer de voir à quel fil, de prendre acte de ces points concrets d'incommensurabilité, pour en faire non pas une butée négative, mais au contraire comme épinglant un réel, un point de réel de l'amour, donc comme une affirmation. Parce que d'une façon, ces points d'incommensurabilité vont attester pour les hommes et les gens dans l'amour que vous faites bien deux, et non pas un. Donc, et finalement, ce qui va se passer, c'est que paradoxalement, ces points d'incommensurabilité vont constituer la matière même d'un bonheur partagé. Là, je reprends ce que disait notre sceptique tout à l'heure sur le bonheur.
qui est en train de me suivre. Non, non, je ne pas. Ces points-là vont constituer même l'idée que l'amour, c'est le bonheur, puisque c'est le bonheur d'être deux, justement, avec un vide séparateur, le bonheur d'être deux. Et qui n'est pas le deux du même et de l'autre, qui n'a rien à voir avec le fait que moi je suis autre que chacun de vous. C'est pas du tout de cet ordre-là. Alors ça, c'est un point absolument capital qui va avec l'idée que l'amour se vit comme un partage et non pas comme un en commun. Donc l'amour est à la fois partageant et partagé. Et ce point est fondamental parce que, et j'aurai pas le temps, à la fin, j'ai des tableaux, mais on ne va pas pouvoir les détailler, mais je pense que c'est un élément capital de la pensée moderne, ça. C'est-à-dire que de buter, alors ça va avoir avec la question du travail du négatif. Parce que vous voyez bien que l'incommensurabilité se présente comme une négativité. Il n'y a pas de mesure commune. On bute dessus. Alors évidemment, on se dit c'est emmerdant. Voilà. Mais la pensée moderne va être capable justement de renverser, de subsumer, Aufhebung, au sens de subsumer ça, pour montrer au contraire que ce point-là, par la rencontre de cet impossible, il y a un point de réel, et que ceci devient une ressource affirmative. En l'occurrence, ces points d'incommensurabilité, au lieu de les vivre dans l'amour comme un échec de l'amour, c'est au contraire sa réussite, sa ressource, celle de son bonheur. Et je pense que dans ce cas-là, en tous les cas, avec ma femme, c'est comme ça qu'on le pratique, mais encore une fois, je ne suis pas exemplaire. L'opérateur qui vient décompter ensemble les points d'incommensurabilité, parce que les deux se mettent d'accord sur le fait qu'ils existent, ces points-là, c'est quoi pour nous? C'est l'humour, le fait qu'on en rit. On est capable de rire ensemble de cela. Mais l'humour, pas l'ironie. Hein. L'ironie, c'est l'arme du nihiliste, hein, l'ironie. Donc l'ironie est catastrophique. Hein. L'humour rapproche, alors que l'ironie crée une distance. L'humour, c'est ce qui rapproche l'autre lui-même. On fait l'humour souvent pour rapprocher. Quand il y a un écart, on pratique l'humour ensemble. Alors que l'ironie, c'est au contraire, on crée une distance. Donc l'humour est un opérateur pour nous capital du bonheur parce que ça nous permet de rire de ces points d'incommensurabilité dont on prend mesure commune de l'existence. L'existence de l'incommensurabilité est peut-être mesurée par les deux par l'humour, mais ça ne veut pas dire que ceci devient commensurable, pas du tout. Hein. Bon, pour autant, la partie n'est pas gagnée. Parce que vient quand même un moment, et c'est mon cas, j'ai 77 années, l'angoissante question de la fin. Et donc, tel est l'enjeu de la troisième étape. Alors, vient le moment de la vieillesse, et bientôt de la grande vieillesse, ça va m'arriver à un moment donné ou à un autre, temps sans retour, temps où les forces inéluctablement baissent, évidemment, forces physiques et mentales. Bien sûr, on peut toujours résister, on peut toujours ralentir la réduction des forces, enfin la perspective est inéluctable. Alors, on peut évidemment s'en sortir en déniant le vieillissement. Je ne suis pas vieux, je reste jeune. Bon, on dit c'est débile, je suis vieux. Voilà, on ne va pas en faire un plat. Ou alors, on peut devancer l'affaissement en ayant peur, et c'est l'euthanasie. Ça, c'est encore autre chose. Alors, je ne sais pas, dans l'état où je suis, l'euthanasie n'est pas la solution la plus immédiate. Okay. Mais disons, je pense que dans ces deux modalités qui sont quand même un peu des lâchetés, elles consistent à voir la vieillesse comme un inéluctable naufrage. Vous savez la fameuse phrase de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. C'est-à-dire de voir la vieillesse négativement. Or, je pense que le point absolu, c'est de voir dans la vieillesse une puissance singulière. Et je pense que dans la vieillesse de l'amour, c'est ça que je vais essayer de vous détailler, il y a une puissance singulière. Alors attention, cette puissance, c'est pas la sagesse. En général, on nous raconte des conneries là-dessus. Vous êtes vieux, oui d'accord, vous devenez sage. À mon avis, c'est des conneries point barre, parce que plus vous êtes vieux, moins vous êtes sage. Pourquoi? Parce que plus vous êtes vieux, plus vous pouvez vous permettre de faire des conneries. C'est vrai d'ailleurs, vous voyez bien même dans je veux dire, je sais pas quoi, j'ai 50 ans, il faut avoir un langage soutenu, etc. Je me permets de parler de manière, voilà. Donc la vieillesse, c'est pas le cadeau d'une sagesse, c'est pas vrai. En plus, la vieillesse a son cortège d'angoisse, enfin non, c'est pas du tout de cet ordre-là. Alors avant de l'attaquer, je vais vous lire un
paraphrasant René Char, sur le crépuscule, parce que la vieillesse a un petit côté crépusculaire. Alors René Char dit ça du crépuscule, mais je vous l'aménage un peu, hein, c'est pas tout à fait les citations exactes. Il dit « C'est à une lumière crépuscule, non fautive, que nous vouons notre franchise. Lumière qui ne se contracte pas en se retirant, mais demeure là, nue, agrandie, péremptoire, se brisant de toutes ses artères contre nous. Nous sommes dans un crépuscule, mais dans un crépuscule où se prépare peut-être une aurore. Nous qui avons la prémonition, préparons-la, cette aurore, modestement et précairement. » On est fini avec René Char. C'est l'idée que le crépuscule n'est pas... Là, c'est toujours pareil, c'est toujours la même idée. Dans le crépuscule, c'est la fin du jour, on le voit négativement, mais là, il essaie de saisir dans le crépuscule, au contraire, une affirmation propre à ce moment-là. Donc, vous l'avez compris, mon enjeu, c'est de saisir la vieillesse, en l'occurrence la vieillesse du couple, non pas négativement, comme l'absence de la jeunesse, comme la réduction des forces, mais positivement. Laquelle? Alors, je pense que pour la trouver, toujours pareil, la même méthode, il faut traverser l'angoisse, qui est propre à ce moment-là. Et le nihilisme. Donc, l'angoisse propre à ce moment-là, c'est quoi? C'est le nihilisme là-dessus qui se jette et aussitôt qui sécrète, qui alimente ça. Il va dire quoi, le nihiliste? À quoi bon tout ce parcours, maintenant que ta femme a perdu l'éclat de sa jeunesse et de sa maturité, maintenant que votre lit témoigne de vos courbatures et non plus seulement de votre énergie, je passe sur les détails, à quoi bon poursuivre si ce n'est par attitude paresseuse? Tu restes avec elle parce que tu es plus vieux, tu ne veux pas te mettre à draguer, à 77 ans, c'est après-midi, enfin il y en a qui le font, hein, en général ils achètent de toute façon. En vain ces dernières années, percluses de difficultés sans nombre, en vain ce naufrage dans le néant. Et alors le ministre, aussitôt, dit déconstruit plutôt les illusions qui ont fait briller ce qui va bientôt devenir un misérable d'adolescent. Maintenant, tu en finis les illusions sur ta femme, etc. Ferme le banc puérilement ouvert, c'était une infantilité, c'était un conte qu'on se racontait, et replie-toi sur la juxtaposition désexuée de camarades impotents. C'est-à-dire, à ce moment-là, finalement, ça se réduit à une camaraderie qui est plus amoureuse, mais voilà, une fraternité tranquille, une sororité sans la tension propre de l'amour. Alors, le problème, c'est d'échapper à ce nihilisme-là, qui, à mon avis, alors c'est là où je voudrais après, mais je n'aurai pas le temps, tant pis, ce nihilisme-là, c'est ce que j'appelle le nihilisme zéro, degré 2. Il y a 3 nihilismes, actif, passif, et voilà. J'ai oublié de le dire, mais le premier nihilisme qui intervient dans le moment de la rencontre, c'est le nihilisme actif. Dans le second temps, c'est le nihilisme passif, et là, c'est le nihilisme du neutre. On neutralise la question d'amour. Bon, à ton âge, t'emmerdes plus avec vis tranquillement avec ta femme comme si c'était ta sœur, et puis point barre, et puis oublie-moi. Donc comment échapper à ça? C'est votre question. Comment on échappe à ça? Alors, premièrement, le péril, ça serait de répondre en tenant que la vieillesse deviendrait cette mesure commune de l'amour qui manquait à son âge adulte. Maintenant, on devient sage. Avant, on était excité, ceci, cela, maintenant, bon, voilà. La vieillesse viendrait en quelque sorte éponger l'incommensurabilité entre l'homme et la femme, dont j'ai parlé avant. Parce que la péréquation des âges fait que de toute façon on est vieux, et puis un vieil homme et une vieille femme, c'est un peu le petit bourricot, quoi le petit va, comme on disait en Thierry il y a longtemps. Que la vieillesse appellerait l'angoisse par l'anéantissement des désirs, des volontés, des projets, et donc plongerait l'amour dans le néant d'une survie végétative par retrait et retraite des ambitions antérieures. Notre amour n'a plus d'ambition, on se retire, voilà, on va terminer nos jours tranquilles, pénales, côte à côte, on se connaît, on sait bon. Alors, ça, évidemment, ça n'échappe pas. Donc, l'issue me semble, et là, je ne vous cache pas que je suis prospectif, parce qu'en vérité, on rentre dans cette époque-là avec ma femme. Pour vous donner aussi le détail, ma femme, qui a 13 ans de moins, en fait, passe à la retraite. Donc, de toute façon, et moi, à 77 ans, j'ai l'impression d'être vraiment rentré dans l'âge vieux, voilà. Donc, on y rentre, voilà. Donc, je vous parle que du début, hein. Dans 10 ans, je vous dirai... Bon. Dans le couple amoureux, il s'agit d'affirmer que dans le couple amoureux, la puissance propre de la vieillesse tient au fait de pouvoir, et la vieillesse seule, tenir cet amour jusqu'au bout. C'est la question du
évidemment, ni la jeunesse, ni l'âge adulte n'a la capacité d'attester que vous tenez jusqu'au bout. Et forcément, évidemment. D'ailleurs, c'est pas vraiment votre question. Bon, bah, si, quand vous êtes jeune, vous dites, ça sera toujours. Enfin, bon, vous n'avez pas à faire la preuve. Mais la vieillesse, c'est le moment où vous allez devoir attester que vous tenez l'amour jusqu'au bout. Et par là, de pouvoir espérer, mais alors, j'en ai un peu parlé au sens de l'espérance, c'est-à-dire ceux qui ne trompent pas, parce que l'espérance est basée sur ce qui se passe au présent. L'espérance n'est pas du tout un pari sur le futur. L'espérance, c'est la garantie que ce que vous faites va germer dans le futur, va nourrir le futur. Voilà. Donc, de pouvoir espérer, attester que notre amour aura été inconditionné, qu'il n'aura pas existé sous conditions restrictives. Sous condition, je t'aimerai tant que j'ai telle ou telle force physique, tant que j'aurai tous mes cheveux, tant que mes seins ne tomberont pas, tant que j'aurai pas de cheveux blancs, tant que, enfin, n'importe quoi, tant que j'aurai de l'argent, tant que j'aurai cette condition, tant que, etc. Au passage, c'est d'ailleurs pour ça que je dédie cette conférence à nos amis de Fatima et Samy dans le bidonville, parce que c'est des gens qui sont aimés, et pour s'aimer, ils n'ont pas, c'est des gens du peuple, hein, tout à fait ordinaires, hein, mais ils n'avaient pas d'autre moyen que d'être dans le bidonville de Tabriz, à côté de Salah, à côté de Rabat au Maroc. Donc là, je t'aimerais, même si je suis pauvre, malade, voilà, c'est pas sous condition que je sois riche et bien portant, pour dire les choses grossièrement. Et par là garantir que notre amour, alors ça sera la thèse que j'avance, là je vais fort, sera capable de toucher à l'absolu. Parce que le propre de l'absolu, c'est d'être l'inconditionné. C'est la définition de l'absolu, hein, de l'inconditionné. Ce qui n'est pas relatif à telle ou telle circonstance. Donc, attester que cet amour aura été inconditionné, c'est-à-dire ne sera pas sous la condition restrictive que tu sois toujours aussi jolie quand tu étais jeune, que ceci, que cela, etc. Alors, jusqu'au bout veut dire quoi? Ça veut dire que le bout n'est pas la fin de l'amour. Il faut distinguer le bout de la fin. L'idée, si vous voulez, c'est que le bout, c'est une borne qui est donnée par la physique, les bornes, enfin la physique, la physiologie, c'est la mort. Bon, bien sûr qu'il y a la mort, on ne va pas se raconter, on sait très bien. Mais la mort n'est pas la mort de l'amour. Donc on sait bien qu'il y a un bout par des causes externes à l'amour, mais ce bout n'est pas la fin, jusqu'au bout. Alors je vous signale, c'est un point très très important à propos de l'infini, parce que, vous savez, on nous rabat les oreilles, le monde est fini, aujourd'hui, etc. C'est complètement faux, le monde est infini. Alors, en général, quand on dit le monde est fini, c'est parce qu'on dit il y a des bornes. Ben, bien sûr, il y a des bornes. Mais un infini, il y a des bornes, mathématiquement. C'est pas vrai qu'un infini, il n'y a pas de borne. Par exemple, les nombres entiers, qui sont un nombre infini, sont bornés par le cardinal à l'ex0. Bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour ceux qui connaissent dans les ordinaux, mais quel que soit x, il existe à notre élément. Quelles sont les bornes? Ah non, mais ça c'est pour autant qu'on est dans les nombres entiers. Mais justement, avec ça, vous ne passez pas par entier ou réel, on passe pas, ça c'est la récurrence, mais on passe pas à l'ex0. À l'ex0, justement, est une borne qu'on ne peut pas atteindre comme ça. C'est inaccessible par la récurrence, par la succession. N'empêche qu'il y a un axiome mathématiquement capital. Il existe l'infini, c'est-à-dire en l'occurrence, il existe à l'ex0, mais qui est inaccessible par cette succession. Mais qui borne, ce qui fait que tout, dans les ordinaux, tout nombre entier est inférieur à l'ex0. Puis à l'ex0, ça continue, ça comment? Ce que je veux dire, c'est qu'un infini est borné. Ça me rend pas. Non, mais un autre exemple très simple. Entre 0 et 1, les nombres entre 0 et 1. C'est l'infini, c'est le réel. C'est un nombre infini de nombres, mais il est borné. Puisque tous les nombres sont quand même, ils sont pris entre 0 et 1, ou entre 1 et 2, ce que vous voulez. Donc vous pouvez très bien avoir un infini borné, pris entre deux bornes. L'infini n'est pas le fait qu'il n'y a pas de borne. Il y a des infinis qui sont bornés, mais l'infini, avec grand I, ça ne peut être couvert. Non, mais il n'y a pas l'infini, ça n'existe pas. Il y a des infinis, il n'y a pas l'infini. En mathématiques, il n'y a pas l'infini, il y a des infinis. En mathématiques, mais non, ça c'est tout le point, c'est que de la même manière qu'il n'y a pas la vérité, il y a des vérités. Enfin bon, mais là, mais en tous les cas, disons, non mais ça on peut en discuter, c'est capital à comprendre, c'est capital. Mais ce que je veux dire, c'est que prenez des nombres entre 0 et 1,
des nombres bornés, au sens tout bête, c'est des nombres qui sont tous inférieurs à 1 et puis tous supérieurs à 0. Mais il y en a quand même une infinité. Donc si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez vous approcher autant que vous voulez de 1, ça ne finira jamais. D'accord? Ça ne finit jamais, exactement. Voilà. Donc c'est pour dire que le jusqu'au bout, le bout est extérieur, vient mettre une borne, mais de l'intérieur de l'amour, ça n'en est pas la fin. C'est ça que veut dire jusqu'au bout. Il faut quand même légitimer jusqu'au bout. Et alors, donc, le très vieil amour devient ainsi la gloire même d'un amour apte à se poursuivre, quoi qu'il lui advienne. Quelqu'un en a parlé, je crois que c'est vous, d'ailleurs, quoi qu'il advienne, jusqu'au terme que lui fixe extrinsèquement la physiologie des corps. Et comme toute gloire, ça je vous le vends pour ce que ça vaut, toute gloire est l'éclat d'une justice. C'est-à-dire que, ce faisant, l'amour, c'est la justice rendue par cet amour au fait que la division de l'humanité est divisée entre hommes et femmes. Vous voyez bien qu'actuellement, le fait que l'humanité est divisée entre hommes et femmes, c'est pris comme une tare, comme un espace d'oppression, un espace, etc., qu'il faudrait effacer en disant on est tous pareils, ou en vérité il n'y a pas de sexe, mais il y en a 33, enfin 36, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, etc. Tout ce que je vous dis est absolument opposé à cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a une grandeur propre de l'humanité d'être divisée entre hommes et femmes. Et je pense que l'amour, c'est précisément ce qui rend justice à cette division de l'humanité entre hommes et femmes, mais rendre justice sous forme d'existence particulière. Un amour, un amour, un amour. Bon, alors là, pareil, facile à dire, j'en suis qu'au début, je vous en reparlerai dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans. Bon. Alors, récapitulons. On a donc 3 séquences. La rencontre, tu peux remettre le truc là, et puis comment dire, la doctrine des points, je pense que ça sera pour plus tard. C'est dommage, mais tant pis. 3 séquences, la rencontre constituante, l'enquête quotidienne de long cours, et puis le vieil amour qui tient jusqu'au bout. C'est ça les 3 séquences. 3 angoisses. L'angoisse de l'effraction, dans le premier mouvement, l'angoisse du vide incommensurable, dans le second, et l'angoisse de l'anéantissement dans une fin qui est extrinsèque. 3 angoisses. 3 emprises nihilistes. Celle, la première, qui est active de la passion passagère. C'est, vous savez, l'amour, c'est une passion consumatrice qui ne peut pas durer. C'est un poncif. Tiens, Guerno est dans le poncif jusqu'à... Bon, là, je vous en mets autant que vous voulez. Enfin, bon, c'est un vieux poncif. Enfin, l'amour ne peut être que passion dévoratrice, donc sans succession. Deuxièmement, le nihilisme passif, je dis là du contrat conjugal, c'est-à-dire finalement face à l'incommensurabilité, comme on ne va pas pouvoir en avoir une mesure commune, au moins on fait un contrat qui borne les choses, puis c'est tranquille, pépère. Exemple catastrophique à mon avis, Sartre et Simone de Beauvoir. Vous savez, l'amour nécessaire, les amours contingentes, alors on fait des amours contingentes, puis après on en parle, on n'en parle pas, enfin bon, des conneries comme ça. C'est un couple à considérer. C'est un couple à considérer, mais je pense qu'il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Je pense qu'il y a pas. Ça passe pour un exemple. Non, mais ça, justement, c'est n'importe quoi, à mon avis. Enfin, bon, donc voilà, et ça, c'est Sartre et Simone de Beauvoir ont fait l'équivalence que j'appelle un contrat conjugal. Ouais. Et troisièmement, le nihilisme de l'affectueuse camaraderie. C'est-à-dire à la fin, donc finalement, on met de l'eau dans son vin, d'accord, on n'est plus que des camarades, tranquilles, etc. Je dis ça, je ne crache pas non plus sur ceux qui le font, hein. Je ne suis pas en train de faire la leçon à personne, hein. Je parle d'un point à tenir qui ne tient pas son point. Je pense que d'ailleurs, qui ne tient pas son point, il est puni par lui-même. Enfin, je veux dire, on n'a pas... Donc, et 3 courages, puisque à chaque fois, angoisse prise au limite, emprise, et courage, 3 courages, vous pouvez échapper. Construire au départ un amour à partir du vide creusé par les fractions créent un vide, ben on va construire un truc autour de ce vide-là. Le face-à-face. Et le face-à-face, il y a un vide entre les deux, évidemment. Deuxièmement, le courage de faire bonheur du vide révélé par l'irréductible incommensurabilité. J'en ai parlé, c'est un vide, mais c'est plus tout à fait le même, puisqu'il a
incommensurable. Évidemment, dans les fractions, c'est pas le cas, parce que de toute façon, l'incommensurable, il est au départ, parce que la personne arrive, vous la connaissez pas, donc... Et troisièmement, celui de tenir jusqu'au bout cette discipline amoureuse du vide. Le vide continue d'être actif dans la vieillesse, c'est pas une camaraderie, c'est pas... Donc, où l'on pressent que le vide amoureux entre un homme et une femme, source d'angoisse, offre une prise au milieu qui va pervertir imaginairement ce vide en néant. Alors c'est là où je voudrais en venir, mais je ne vais pas trop avoir le temps de le faire. C'est que je pense, si vous voulez, que... Je ne sais pas, quelle heure est-il ? Encore un quart d'heure ? Bon, enfin, mais... si vous voulez, ma thèse sur le nihilisme, c'est que c'est une perversion de l'imaginaire qui s'appuie sur le vide, ou plutôt sur le rien. Alors, l'idée, c'est que le rien a deux acceptions possibles. Soit c'est un vide, soit c'est un néant. Et le nihilisme transforme tout vide en un néant. Alors que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'un vide, c'est pas du tout un néant. Et un vide, c'est une ressource, puisque précisément un vide, c'est ce qui permet dans l'amour de compter qu'on est deux. On n'est pas une fusion, c'est pas un camarade, c'est pas une sœur, c'est ma femme, c'est mon homme, et d'une manière qui est en partie incommensurable. C'est ça le bonheur. Parce que si finalement dans l'amour, ma femme c'était ma sœur, moi j'avais une sœur avant, l'amour n'a aucun intérêt. L'amour n'a aucun intérêt. L'amour, c'est ce qui permet de vivre avec une femme. Voilà. Donc, mais le nihilisme, c'est toujours quelque chose qui interprète ce vide comme un néant. Il dit, au lieu d'avoir le courage de travailler sur le vide, tu te plonges dans le néant. C'est ça. Et ça, c'est imaginaire. Alors, donc ça, c'est trois trucs, et quand même, au bout du compte, une même gratification, parce que tout ça, c'est quand même, l'amour, c'est à la fois un travail, un courage, etc., mais c'est un bonheur. Sinon, donc, une même gratification qui est, d'une façon réfléchie dans l'humour partagé, au prix de l'incommensurabilité, puisqu'il y a un prix à toute chose, question on avait parlé hier, c'est dans la traduction, comme l'avait très bien dit Armide, il y a un prix aux choses, ça c'est vrai. Au prix de l'incommensurabilité, le bonheur d'être deux, dans l'espérance, une espérance encore une fois fondée et non pas trompeuse. Encore une fois, l'amour n'est pas illusion et tromperie, comme on nous dit, au contraire, je crois que c'est la vérité du deux décès, c'est pas bien. Qu'on peut à deux tutoyer à l'absolu, en rendant justice à la division de l'humanité en deux sexes. Et loin d'être donc la faiblesse de l'humanité, cette division, loin de se réduire à une source infinie de domination et de ressentiment, ce qui est aussi vrai, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas évidemment de domination, etc., mais que cette division est une puissance dont l'amour en propre peut faire vérité pratique et concrète. Alors tout ceci repose sur un geste qui à mon avis est capital, qui est celui que j'ai essayé de vous faire sentir, qui est la relève de l'incommensurabilité, c'est-à-dire quelque chose qui est une relève affirmative de quelque chose qui se présente négativement, comme une butée. On bute, parce qu'évidemment on cherche une mesure commune, c'est aussi normal, puisqu'on a l'amour en mesure commune. Donc il y a quelque chose qui apparaît négativement, comme une impossibilité, et il y a une capacité de subsumer ces points d'incommensurabilité comme de réels points d'appui. Ce qui va donner un travail en spirale. Et alors, à partir de quoi, normalement, j'entame la deuxième partie qui est aussi longue que la précédente, donc je ne vais pas la faire, sur la doctrine des points. Parce qu'on m'avait demandé aussi une biblio, etc. Enfin bon, là, je ne sais pas quelle heure est-il, qu'est-ce qu'on fait, on arrête là. Mais enfin, sur les points d'incommensurabilité, je vais vous donner simplement un petit truc. Si vous prenez, pour vous montrer l'élément commun qu'il y a entre l'incommensurabilité et d'autres, je prends la fin de... Tiens, tu peux enfiler les diapos jusqu'à la dernière ou l'avant-dernière. Bon, tout ça. Ah non, avant, alors remonte, s'il te plaît. Voilà, non, là, ici, redescend. Voilà. Si vous voulez, de la même manière, vous voyez que la notion affirmative, l'amour hétérosexuel, tel que je vous en ai parlé, repose sur celle négative d'incommensurabilité, avec l'idée que c'était un bonheur. Si vous regardez dans la pensée moderne, en particulier mathématique, mais pas uniquement, vous allez voir que la notion affirmative de nombre réel repose
ça parle à qui ça parle, hein, je veux dire, que la notion affirmative d'ensemble générique repose sur celle négative d'ensemble inconstructible, ça c'est Paul Cohen. La première c'est Delpine, hein, sur l'irrationalité. La notion affirmative de groupe algébrique repose sur celle négative d'irrésolubilité, ça c'est Galois. La notion affirmative de géométrie riemannienne repose sur celle négative de géométrie non euclidienne, on va c'est Riemann. Avec Lacan, la notion affirmative de réel repose sur celle négative d'impossible. Et puis, dans la modernité mathématique, la notion affirmative d'axiome repose sur celle d'indécidabilité. Je vous donne sur l'exemple d'axiome, que vous voyez très bien. Pour Euclide, qui avait des axiomes c'était des choses évidentes, des choses qui s'imposaient. La version moderne n'est pas du tout ça. Un axiome, c'est justement une décision qu'on peut prendre, mais qui est incalculable. Donc vous pouvez décider une chose ou non. Vous voyez, c'est une... Donc il y a, la mathématique montre qu'il y a des énoncés indécidables, incalculables, et que précisément un axiome, c'est lorsque vous allez décider quelque chose qui est incalculable. C'est-à-dire que vous pouvez aller à gauche ou à droite. Voilà. Vous voyez, ça change tout par rapport à la conception euclidienne qui était une évidence. Bon, je vous donne cet exemple, mais j'en ai 17 après, enfin bon, vous verrez, pour vous dire que ce geste-là est un geste, je pense, éminemment moderne, et j'appelle les modernités, à mon avis, c'est à partir de 1830, vous voyez, enfin. Et alors, attendez, je voudrais quand même avoir un petit schéma, et puis j'en ai fini parmi ceux qu'on a vus. Est-ce que tu peux remonter en arrière pour... Ah voilà, c'est celui-là. Bon, c'est le premier point que je voulais vous donner sur la doctrine des points, mais voyez, donc j'ai thématisé angoisse, courage, subjectivation. Voilà, vous avez une angoisse, vous avez le courage. Le nihilisme intervient à ce moment-là pour vous dire l'angoisse, le courage est en vain. C'est ça le truc du nihilisme. À quoi bon le courage, c'est en vain. Et ce faisant, il vous coupe de quoi, de la diagonale que j'ai faite, qui vous met le courage, c'est aussi le courage de décider d'une discipline, en l'occurrence la discipline de l'amour, et d'engager quelque chose qui est un procès subjectif, qui mène à quelque chose comme un point de justice. Ben, le nihilisme, c'est ce qui va essayer de couper la subjectivation du procès subjectif. Le nihilisme, c'est pas quelque chose qui nie la subjectivation, ne croyez pas ça. En tous les cas, le nihilisme actif, puisqu'il y en a trois, c'est au contraire celui qui prône la subjectivation, mais en disant le maximum de subjectivation, d'intensité subjective, c'est dans la consommation. La passion passagère, où finalement je vais, la roulette russe. Si je fais la roulette russe, j'ai le sentiment d'exister le plus intense au moment où je vais appuyer sur le barillet. Donc il ne nie pas le subjectif. Mais il l'exalte en disant il est de toute façon impossible qu'il soit connecté à un procès subjectif. Donc soit il y a une subjectivation la plus intense, nihilisme actif, soit on neutralise la subjectivation et on vit dans la passivité ou dans le nihilisme neutre, etc. Voilà, bon, j'avais plein d'autres choses à dire, enfin, bon, vous voyez à peu près... bon, voilà, je m'en tiens un peu devant vous. Et puis, je vous donnerai le texte, si vous voulez, continuer la chose. Merci, François. Merci.